Nous sommes de retour avec nos invités, le journaliste Eric Johnson, directeur de publication de l'Union, le juriste Kofi Nayote Kondo, il est également analyste politique, et l'homme politique Jules Baféna. Avant de prendre la route pour Cotonou, la capitale du Bénin, nous restons à Bamako et on parlait de ce meeting qui est comme un soutien à la junte militaire au pouvoir à Bamako et pour dénoncer également les forces françaises considérées comme les forces d'occupation. Et c'était le président, le vice-président plutôt, qui avait la parole. Oui, comme je le disais, cette manifestation, c'est la junte qui tire les ficelles. Elle a besoin de montrer à la France que c'est son peuple qui réclame son départ, qui réclame qu'on remette sur la table les accords pour les rediscuter, tout simplement parce que la junte a fait des promesses. Elle veut assumer ses promesses avec la Russie. Et aujourd'hui, on trouve l'intermédiaire, qui est la société Wagner, qui va venir et puis qui va permettre à ce que Assimi Goïta déroule son calendrier sur le Mali. C'est un peu déplorable. C'est un peu déplorable. Qu'est-ce qui est déplorable? C'est un peu l'action déplorable de la junte, ou bien... que ce soit l'action de la junte, que ce soit toute cette tripitude qui se passe au Mali, c'est déplorable. Il y a une constitution malienne. Encore une fois, nous revenons à cela. Elle est mise de côté. Tout ce qui se déroule, on ne sait pas c'est sur quel principe et c'est sur quelle base on gouverne aujourd'hui au Mali. Toutes les institutions sont en veilleuse. C'est le même schéma en Guinée. On peut prendre du temps, on veut chercher à voir comment est-ce qu'on va positionner. Qui allons-nous positionner? Mailler le territoire et trouver les nouveaux adeptes de la gouvernance malienne d'Assimi Goïta et maintenant dérouler le calendrier des élections. Et cela affaiblit les potentiels candidats. Ça les affaiblit. Ça affaiblit l'opposition. Aujourd'hui, ça affaiblit l'opposition. Oui, on tourne donc le regard. C'est comme un pain. Écoute, c'est comme un pain. On le jette là, tout le peuple va vers là. Entre-temps, Assimi Goïta déroule. Il déroule. Parce que le peuple s'occupe d'autre chose. Le peuple malien est en train de s'occuper d'autre chose. Alors que le peuple devait dire, c'est bien, vous êtes les sauveurs. La Constitution dit quelque chose, allons vers. Allons vers. Aujourd'hui, il n'y a aucune ligne de conduite. Et on roule. On roule. D'ailleurs, au Mali, vous voyez quel opposant, même après Soumaïla Cissé, qui malheureusement est décédé, l'opposition en face, on n'en trouve pas. Eric Johnson, pas forcément des noms, mais des forces, quoi, en prison. La vraie opposition, c'est les amis de Ibeka. Ibeka. Oui, c'est eux qui constituent aujourd'hui l'opposition. Et d'ailleurs, même, on leur a retiré la parole. Parce que, vous savez, si on devait laisser Ibeka, le parti de Ibeka, continuer par jouer son rôle, c'est ce parti qui devait attirer l'attention de la junte sur le respect de la Constitution. Aujourd'hui, qu'est-ce que la junte fait? On leur a dit 18 mois pour la transition. Ils veulent signer un contrat avec des Russes. Le contrat là sera de quelle durée? Durée de la transition ou après la transition, le contrat là sera toujours en vigueur. C'est des questions qu'il faut se poser aujourd'hui. Si on veut instaurer un État dans l'État, parce que ce que la junte est en train de faire, c'est exactement ça. On veut signer un contrat avec un groupe qui n'est pas l'État russe. C'est ce que je disais tout à l'heure à M. Kondo. Oui. C'est pas l'État russe qui signe un contrat avec l'État malien. Il vaut mieux faire les choses officiellement. Voilà. Et donc, on sait que l'arrivée de la France a été un contrat entre l'État malien et l'État français. Tous ceux qui sont là aujourd'hui pour protéger les populations maliennes sont là parce qu'il y a un contrat entre eux et l'État malien. Par contre, ce groupe-là, c'est un groupe de gens formés pour une cause. On parle
de la sécurité. De la sécurité. Donc, ils vont sécuriser quoi? Qui? Dans quelle portion? Et pour quelle durée? Pour le moment, rien n'est défini. Vous savez, je le redis une fois encore. C'est pour ça, parfois, je regrette le départ de certaines personnalités au Burkina Faso, comme le général Bassoulé, qui était un négociateur en chef avec les terroristes. Et je pense que parfois, on ne comprend pas. Oui, Didier, bien sûr. Mais on ne comprend pas les actions de nos gouvernants et on se limite à ce que les oppositions nous disent. Si on avait continué par négocier avec ces gens, c'est vrai que après les négociations, il y a des accords qu'il faut finalement respecter. Et quand l'État malien ne respecte pas ces accords, au nom de quoi? Au nom du populisme, parce qu'ils reviennent pour dire nous ne discutons pas avec des gens qui tuent les populations. Nous ne discutons pas, alors que dans les coulisses, ils discutent. Je pense qu'il faut toujours dialoguer avec ces gens-là pour trouver une solution globale à la situation que vit le Mali et qui, malheureusement, est en train de descendre vers nous. Pour sortir de ce sujet, Kofi Nayote Kondo, c'est une crise multidimensionnelle qui s'engage. Ah oui, bien sûr. En fait, et ça interpelle plus encore la France, de comprendre aussi qu'elle a une place, un rôle prépondérant à jouer et revoir les chapitres de coopération avec les États, notamment le Mali et consorts, pour revoir comment redéfinir les choses et collaborer avec les États. Si les peuples tirent sur la France, c'est pour de bonnes raisons. Et aujourd'hui, nous pensons quand même qu'au Mali, les gens doivent aller comprendre l'agenda que porte chacun des acteurs, y compris la junte et la classe politique. Afin de ne pas aller dans un mouvement où on ne comprend pas les tenants, les aboutissants et on ne sait pas à qui ça profite réellement. À part la France? À part la France, il y a les pays africains aussi. Il y a les pays africains, la CEDEAO qui ne joue pas un franc jeu. On a compris les deux bruits que la CEDEAO a fait dans les différentes crises politiques, dans l'espace et consorts, etc. Je crois quand même que nous devons voir un peu les choses telles que ça se passe. Et si l'Union africaine doit avoir une position, il faut que ce soit une position figée. Aujourd'hui, par rapport à la Guinée, c'est une parenthèse, on a dit que chaque pays doit prendre une position individuelle. Y a-t-il des sanctions individuelles qui sont prises? Les pays ne peuvent pas le faire. Donc, quand la CEDEAO veut annoncer un certain nombre de choses, il faudrait qu'on comprenne le mécanisme de l'applicabilité de ces décisions avant de les émettre. Au Bénin, le président Patrice Talon a reçu son prédécesseur Thomas Boni Yayi pour la première fois depuis 5 ans. La rencontre a eu lieu mercredi 22 septembre au palais présidentiel de Cotonou. L'ancien président, toujours considéré comme le véritable chef de file de l'opposition, a demandé la fin des arrestations et la libération des prisonniers politiques. On va écouter l'ancien président Thomas Boni Yayi et l'actuel Patrice Guillaume Athanase Talon. C'est un plaisir pour moi et je voudrais prendre le temps de savourer ce plaisir-là. Revoir le président Boni Yayi ici même, en ces lieux, qui garde son action en mémoire. Le président Boni Yayi a passé 10 années ici, au service de notre pays. Et vous imaginez quel est mon plaisir et l'honneur que j'éprouve en le recevant ici. J'ai souhaité qu'il mette fin, ou qu'il soit mis fin, le français se dit, aux arrestations politiques et d'opinion pour permettre à tous nos compatriotes réfugiés, notamment dans les pays voisins, de rentrer chez eux. Le point suivant, le point B, est de libérer les détenus politiques.
une rencontre entre deux personnalités clés de la vie politique du Bénin et des signaux d'apaisement qui s'annoncent, Jules Bafédan. Oui, nous saluons cette rencontre. Elle est à saluer. Il faut le dire, M. Yayi Boni a été ex-président de la République du Bénin. Il a contribué autant soit peu à une émergence démocratique au Bénin. Il a passé la main. Il a respecté la Constitution. Il a passé la main, quoi qu'on dise. Et après, c'est vrai que les deux hommes, il y a eu des soubresauts historiques entre les deux hommes. Mais il était bon temps que ce soit Yayi Boni, le camp de Yayi Boni ou le camp de Talon, qu'ils puissent se rencontrer et se parler. Cela réconcilie les Béninois, cela apaise les deux camps et cela promeut encore une fois de plus la démocratie. Ouais. Et ils viennent encore de montrer que le principe de continuité de l'État peut s'assumer. Peut s'assumer entièrement au Bénin. On peut ne pas être d'accord sur certaines choses, mais sur l'essentiel. Pour que le Bénin retrouve sa lettre de noblesse et pour que le Bénin soit appelé une nation, il faille que les acteurs, que ce soit ceux qui ont précédé ou ceux qui succèdent, soient toujours ensemble pour le bien-être des populations béninoises. Ouais. Nous saluons donc cette rencontre et nous disons que c'est un exemple à suivre. C'est un exemple à suivre et il faille que dans nos États, et principalement au Togo, pourquoi pas, qu'on puisse avoir ce genre de rencontres qui réconcilient indirectement, que ce soit entre l'opposition, les acteurs politiques de l'opposition, qui se retrouveraient, pourquoi pas, un soir à l'hôtel avec le président de la République, pour que cette image-là soit véhiculée et que nous, qui sommes des militants de chaque camp, qu'on puisse comprendre que si nos leaders se retrouvent, que discutons-nous alors? C'est que nous sommes tous les mêmes. Ça fait 5 ans, Kofi Naote Kondo, que les deux personnalités ne se sont pas rencontrées. On sait que la dernière initiative, c'était celle de la CEDEAO qui a échoué. Cette rencontre, elle va faire indubitablement du bien au peuple béninois. Oui, certainement, mais entre guillemets, parce qu'il y a des réserves, des griefs encore. On va en parler, parce que il y a une partie de l'opposition qui dit que Thomas Yayi Boni n'est pas celui-là qui porte. On n'a pas pu favoriser cette rencontre entre les deux acteurs. Le président togolais et ivoirien, ils ne sont pas parvenus également, mais aujourd'hui, si dans les couloirs, ils ont discuté, ils se sont dit, OK, il va falloir que nous nous rencontrions pour parler. Ce serait dans l'intérêt du salut de la démocratie béninoise qui est cité un peu partout dans le monde. Thomas Yayi et puis Talon doivent savoir qu'ils sont deux acteurs clés, amis d'hier, partenaires d'affaires. Aujourd'hui, lorsqu'ils se tirent, comme le dit Yadema, les deux éléphants qui se battent, ce sont les petits gibiers qui en souffrent. Il ne faut pas que les petits Béninois fassent les frais du conflit Talon-Yayi. Le Bénin doit continuer, doit évoluer, et je crois qu'il doit continuer par discuter, même par rapport à l'agenda déroulé par Yayi Boni. Talon doit aller au-delà de l'orgueil politique qu'il a de pouvoir répondre à un certain nombre de choses et démontrer aux Béninois que je veux être un président rassembleur, je vais aller dans le sens où la démocratie béninoise doit être un modèle, une référence, une leçon pour les autres pays, notamment jetant les regards sur les pays voisins, leur dire oui, vous pouvez faire comme nous. Vous avez parlé des négociations qui n'ont pas forcément abouti. Alors, Eric Johnson, on dit, j'ai vérifié ça, c'était vendredi, que Lionel Talon et Chabi Yayi ont pesé dans cette rencontre. Les deux, l'un fils de Yayi Boni et l'autre fils de Patrice Talon. Que ce soit les enfants de ces deux présidents ou d'autres personnalités qui ont permis cette rencontre, tout ce que nous pourrons dire, c'est que cette rencontre est la bienvenue aujourd'hui. Ouais. Tout simplement parce que, vous savez, j'ai cette déception de notre classe politique qui, au lieu de s'entendre au bon moment,
laisse les choses Se passer. s'envenimer S'envenimer. Au Des morts, point- ouais. de donner des résultats, c'est-à-dire des morts, des pertes en vies humaines Inutile. inutiles, avant de dire, OK, nous allons discuter. Oui. Mais je crois que la leçon qu'il faut tirer de cette rencontre aujourd'hui est que il y a toujours une possibilité pour la classe politique de discuter. Parce que ce qui se passe généralement, comme Jules. mon ami Jules Baffilan. Jules n'avait pas accepté en temps quand nous étions sur ce plateau, quand je disais que les hommes politiques doivent tout le temps se retrouver Oui. et échanger. Parce que, vous savez, quand vous êtes sur un terrain politique et que vous recherchez la même chose, c'est-à-dire le pouvoir d'abord, et vous vous dites que vous cherchez ce pouvoir-là pour permettre le développement de vos peuples, je crois qu'il n'y a pas autre chose que de discuter. Il faut toujours discuter. Vous laissez les gens s'entretuer et quelque temps après, vous dites « Ah oui, il est temps qu'on discute pour apaiser la situation. » Mais je veux décevoir beaucoup de gens en disant que il y a encore de la manipulation dans cette rencontre. Quel genre de manipulation? Ok. Expliquez-moi. Aujourd'hui, il y a des opposants à Patrice Talon qui sont en prison. Ouais, Ricky Amadougou, Joël Aïvon. Et autres. c'est des gens qui représentent en réalité le parti de Yahi Boni. Ces gens-là ont été écartés du processus électoral. Alors, Patrice Talon est en train de faire son dernier mandat. Patrice Talon est devenu ennemi de Yahi Boni à un certain moment, tout simplement parce que Yahi Boni voulait retoucher à la Constitution. Talon s'est opposé à cela, ça lui a valu tout ce qu'on a vu, jusqu'à son exil. L'exil en France. Je crois personnellement que ces gens-là n'avaient pas totalement rompu les ponts. Même si politique. vous me dites que ce sont leurs enfants qui ont permis cette rencontre, s'ils avaient coupé les ponts, s'ils ne s'appelaient pas, s'il n'y avait pas de petites discussions dans les coulisses, cette rencontre ne serait pas aussi facile. Et donc, oui, c'est ce qui est essentiel. Ouais. je vois ces gens-là. Le retour de Thomas Yahi Boni au pouvoir? Non, ou un de ses pas proches? du tout. Okay. Un de ses proches. Ouais, un de ses proches. On est en train de chercher des moyens pour voir qui peut véritablement faire l'affaire après Patrice Talon. Rekia, peut-être. Oui. Rekia, peut-être. Oui, bon, on ne sait jamais. Hein. Mais... Oui, je rebondis. Oui, rebondissez. Eric, permets que je rebondisse sur ce que tu viens de dire. J'ai jamais dit, peut-être qu'on s'est mal entendu. J'ai jamais dit que il fallait pas dialoguer. Non. Il fallait pas, non, c'était juste que c'était non. Mais je n'étais pas d'accord sur la manière dont on se rencontre. on ne crée pas les conditions, Les conditions des rencontres. et on se rend compte que ça ne produit rien. Oui. Alors, je crois savoir que si nous avons tous la même vision des choses et que nous nous rencontrions, nous saurons définir de façon précise notre finalité. Mais si nous n'avons pas la même vision que se rencontre, on a beau se rencontrer 1000 et une fois, on ne s'entendra pas puisque nous n'avons pas la même vision. Sur le minimum. Alors, pour rebondir, que n'en déplaise les jaloux, quand on dit que des gens sont mécontents dans l'opposition béninoise, c'est la vrai rencontre, écoutez, lorsque deux acteurs se battent, il y a toujours des... Vous pensez que ce sont ces deux acteurs? Non, il y a des acteurs cachés. Oui. Il y a des acteurs cachés
Généralement, quand deux personnes se battent, il y a toujours un troisième larron qui tire les ficelles. Et C'est lui Yayi qui Boni tire, pèse qui tire, énormément. Qui tire. Nous avons connu le Togo, il y a des mains, et puis J.Q. Solumpio se battait. Mais il y avait des acteurs qui tiraient les ficelles. Il y avait la communauté internationale qui tirait les ficelles. Parce qu'il fallait que ça soit ce statu quo qu'on maintienne le Togo dans cette situation. Alors, revenons au problème du Bénin. C'est très important. Et vous en profitez pour parler de ce que Yayi Boni a dit. Il demande la libération des prisonniers politiques. Non, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre que lorsqu'ils se rencontrent et en signe d'apaisement, je crois que Patrice Talon va prendre la demande en compte. Il faut aller vers l'apaisement. Et il a si bien dit, il est en fin de mandat. Je crois qu'il ne va pas se représenter. Bon, il commence son second mandat, en tout cas. Oui, bon, il commence son second mandat qui va bientôt finir. De toute façon, une fois que ça commence, ça va finir. Et j'ai l'assurance que Patrice Talon va faire quelque chose. Va faire quelque chose, il va créer ce modèle d'alternance. Il va se faire asseoir. En tout cas, il a dit. Le modèle d'alternance au Il a Bénin. dit. Et il serait bien, ou de bon ton, que tous les acteurs politiques béninois se retrouvent pour assurer la continuité des actions de Patrice Talon. Même s'il faut les remodeler, assurer la constitution. Qu'après Patrice Talon, qu'on ne tombe pas, que le Bénin ne tombe pas, mais qu'il puisse continuer. C'est là. Et il faut déjà, comme l'a dit Eric, s'y prendre à temps, trouver le meilleur pion, que ce soit du côté de Talon ou du côté de Yayi Boni, trouver la personne idoine qui puisse assurer la continuité de l'État béninois. Le Bénin a enclenché un véritable processus de développement. Il faut le reconnaître. Que cela soit au profit de Patrice Talon lui-même. C'est au profit des Béninois. Mais à la longue, l'assainissement des finances publiques. Lorsque vous rentrez dans l'opérationnalisation de l'assainissement des finances publiques du Bénin, c'est à féliciter. C'est une fierté, c'est à féliciter. Et c'est une bonne image que Patrice Talon veut laisser en recadrant les Béninois et en permettant que chaque Béninois vive du fruit de son travail. C'est à féliciter. Et je crois que nous devons accompagner ce peuple frère. Et c'est un modèle et c'est un exemple à suivre. Kofi Nayote Kondo, les doléances de l'ancien président Thomas Yayi Boni, vous pensez que le président Patrice Talon va agir? Je crois que les doléances ne sont pas suffisantes pour apaiser le climat politique. Vous voulez encore plus? Parce qu'il y a la criette créée par Talon qui est une arme qui permet de museler les politiciens, tous les politiciens qui voulaient les déranger. On ne peut pas mettre ça dans prisonniers politiques et autres, la libération des prisonniers politiques. Tu sais, il faut dissoudre cela, selon vous. Lorsque l'arme est là, on a la cramée sur la gâchette, est opérationnelle, et qu'on libère, elle peut toujours fonctionner. Il faut quand même dissoudre cette criette et aller vers une concertation des choses. Vous allez voir que le monde syndical est aujourd'hui aux abois, rien ne fonctionne. Je crois quand même qu'il est nécessaire, même avant le départ de Talon, que les Béninois s'asseyent pour faire les états généraux du mandat Yayi Talon, pour relever les couacs qui ont gangréné un peu la vie politique. Parce qu'avant au Bénin, vous n'allez pas voir des conflits entre les partis politiques. C'est ces derniers temps que nous avions constaté ça. Donc il va falloir restaurer la confiance mutuelle entre les Béninois afin de permettre au Bénin de pouvoir reprendre l'essor. Certes, il y a une croissance économique, il y a un développement qui est amorcé. Mais vous savez, c'est les politiciens qui ont l'arme à la main, qui manipulent comme ils veulent. Aujourd'hui, quelqu'un peut revenir, même mettre en échec tout ce que nous pouvons vanter au mérite de Talon aujourd'hui. Eric Johnson, dernier mot, et on va parler de la conférence de presse de l'opposant togolais. Je voudrais juste dire que cette rencontre serve véritablement d'exemple dans nos pays. Aujourd'hui, tout à l'heure, tu demandais à Jules, quand il parlait de rencontres chez nous, tu lui demandais entre qui et qui. Tu sais, c'est malheureusement ce qui se passe. Chez nous, il y a eu une situation où tous ceux qui allaient rencontrer les membres du parti au pouvoir
étaient de facto considérés comme des achetés ou, je ne sais pas, des vendus. Et donc, lorsque de telles rencontres sont organisées, le commentaire tout de suite, c'est eux aussi, ils sont déjà passés par là, par la caisse. Donc, voilà. Oui, mais Eric, je te coupe pas. À qui la faute? Non, je dis, c'est... Non, je te coupe pas. laisse-le Mais, continuer. non, je voudrais qu'on reprenne un petit point très important. La faute, c'est aux opposants eux-mêmes. Oui, c'est ce que je De disais. par leur parole. Oui. Ils ont dit jamais. Nous n'irons. Oui. Maintenant, Non, vous allez... Jamais nous n'irons. Mais ils l'ont pris, ils l'ont dit encore sur ce plateau. Jamais nous n'irons. Oui. C'est le message que le peuple a eu à entendre, Oui. a raisonné, Ça, et le peuple message a acté. capté par le peuple. Oui, justement, c'est ce que je oui. disais. Ah, tu me demandais à qui la faute. Oui, c'est ça. C'était Mais sa question. à ceux qui Même s'il n'est pas pratiquaient passé par cette moi. politique-là et qui essayaient de distiller dans la population qu'il ne faut jamais rencontrer son opposant. Ah non. Non. Aujourd'hui, il faut que l'on élève un peu cette pensée-là et qu'on se dise que rien ne peut se construire sans le dialogue dans un pays qui a fait le choix de la démocratie. Car la démocratie, c'est fondamentalement le dialogue, l'approche et l'inclusion. On ne doit pas écarter qui que ce soit. On ne doit pas considérer qu'un comme étant le bourreau, tandis que l'autre, l'ange. Mais attention, c'est pour ça que je dis que cette rencontre serve de leçon à nous tous. Nous allons plutôt aujourd'hui pousser la classe politique à aller vers là. Le président Faure doit discuter avec Jean-Pierre Fabre, avec Tipi Achadam, avec Agbeobe Kodjo. C'est-à-dire que si vous faites ça, d'abord, l'on voit en vous déjà cette facilité de gérer les humains autour de vous. Donc, je pense que chaque parti doit accepter aujourd'hui aller vers là. Il n'y a pas de fatalité. Et vous avez répondu à ma question, à la question posée à Jules. Il faut dépersonnaliser les rencontres politiques. Il faut dépersonnaliser les rencontres politiques. Lorsque vous annoncez les choses et vous précisez les choses, c'est ça qui fait que les rencontres se tiennent de manière exclusive. Et finalement, il y a des rebondissements et ça met en échec tout certains ce que disent nous sommes en train de pourquoi faire. pas nous. Monsieur Faure ne doit pas seulement discuter avec Fabre, Chipi, Agbeobe. Jules même. Même Jules. Non, il se doit même de discuter aujourd'hui avec la nouvelle donne, Dr. Kodjo Benton. Voilà. C'est très important parce que nous nous incarnons cette rupture-là. Écoutez, je pense que les gens ne se prennent pas on va aller au les Togo. incontournables de la scène politique. Je pense que nous disons La même tous chose. la même chose. Bien sûr. J'ai donné des exemples. J'ai donné des exemples. Vous Je n'avez ne pas dis terminé que la liste. Ouais. C'est une liste fermée parce que... Non, vous l'aviez fermé. Non, je ne l'avais pas fermée du tout. Je pense que, comme il le dit, discuter avec Kodjo Victon, discuter avec d'autres acteurs, c'est très important. Vous savez, il y a eu un cadre, par exemple, la Sénap, où c'est une concertation entre la classe politique pour poser des bases. Mais je pense que si, par exemple, à cette rencontre, le chef de l'État y était, en tant que président de son parti politique, je crois que ça donnerait une autre portée à la chose. Et après, il y a des partis qui n'étaient pas invités à cette concertation. Comme nous, hein. Il peut y avoir encore d'autres échanges avec ces partis. Oui, sans doute. On va prendre tout cela en considération. On va, puisque vous avez planté le décor, on reste au Togo. Le président de l'Alliance nationale pour le changement, l'ANC, Jean-Pierre Fabre, intervenait jeudi sur la gestion de la pandémie au Togo lors d'une conférence de presse. Eddie Ortivi était à cette conférence de presse. Après avoir claqué la porte de la concertation nationale des acteurs politiques, l'Alliance nationale pour le changement revient une nouvelle fois au devant de la scène. Et ce serait l'intention du gouvernement d'accélérer le processus devant aboutir à l'organisation des élections régionales qu'il aurait incité. L'ANC est parti, au lieu de suivre tout ce que l'ANC a dit, on continue de nous dire
Mais vous êtes parti, c'est un peu de choses comme ça. C'est comme ça qu'on traîne des problèmes au Togo. La CNAP n'a pas été convoquée pour assainir le cadre électoral, écouter les gens et améliorer ce cadre. Non, la CNAP a été invitée, convoquée pour que les gens aient une attitude de complaisance dans la perspective d'une nomination éventuelle comme sénateur. Cette histoire de CNAP, c'est un attrape-nigo. Nous ferons mieux de bien réfléchir. Pour la formation politique de Jean-Pierre Fabre, aller aux élections revient à résoudre en amont un certain nombre de préoccupations, parmi lesquelles la mise en place d'un cadre électoral consensuel, un cadre électoral qui doit prendre en compte, entre autres, un nouveau recensement, une CENI paritaire et équilibrée, ou encore la gestion de la pandémie, une gestion mal organisée selon l'ANC. Et quand on entend la première ministre qui dit « Ah, c'est pour faire peur », moi je suis un peu inquiet. Je suis un peu inquiet. Je pense que le gouvernement doit se préoccuper d'augmenter le nombre de vaccinés avant d'imposer l'utilisation des passes vaccinales. Mais ceci dit, ce n'est pas parce que la première ministre a fait une broude qu'il faut laisser les populations dans l'équilibre. C'est la responsabilité du gouvernement de protéger la population. Ainsi, l'ANC instruit le président de la commission à initier un processus de réexamen du protocole additionnel sur la démocratie. C'est vrai qu'il a parlé également de la concertation nationale entre acteurs nationaux, acteurs politiques, bien sûr, j'allais dire, qu'il appelle, qu'il traite d'attrape-nigo, si on peut le dire. Mais on a parlé également de la pandémie à Covid-19. Vous avez suivi l'intervention non seulement de Jean-Pierre Fabre, mais également d'Éric Dupuy et de Isabelle Amégavi, Éric Johnson. Oui, c'est vrai. C'est le rôle de l'opposition d'attirer l'attention des gouvernants sur ce qui ne va pas. Aujourd'hui, quand on parle de la stratégie pour juguler la pandémie dans notre pays, je pense que un peu partout dans le monde, le Togo est cité comme un pays qui a fait des efforts dans la lutte contre le coronavirus. Mais il y a des insuffisances. Il faut les souligner. Par exemple, ce que dit Isabelle Amégavi en disant que ce n'est pas parce que vous voulez demander aux gens de présenter leur passe sanitaire avant d'aller dans les administrations, alors que vous n'avez pas un taux élevé de gens vaccinés. Il faut, par exemple, faire ça. C'est-à-dire que arriver au moins à 20 à 60% avant de réclamer cela, parce que c'est vrai. On a constaté qu'il y a un taux de contamination élevé, un taux de mortalité élevé. Est-ce que vous avez suffisamment de vaccins aussi? Maintenant, il y a aussi ce problème. Oui, je crois que Madame Dogbé a répondu à cette question à l'Assemblée nationale en disant que des efforts se font et que jusqu'à ce qu'il y ait une partie des vaccins arriver sur place, des doses arrivées sur place, jusqu'à ce que cela finisse, il y a encore d'autres qui vont arriver. Elle a répondu à cette question aux honorables députés à l'Assemblée nationale. Donc je crois que des efforts sont continuels. Elle a même donné des chiffres. Le Togo a commandé 4 millions de doses à hauteur de 20 milliards de francs CFA. Donc, et chaque semaine, on recevra, chaque semaine, où ça dépend de la périodicité qu'ils se sont fixés avec les fournisseurs, on recevra toujours des doses de vaccins anti-coronavirus. Maintenant, quand l'ANC pose le problème de la stratégie
une stratégie cohérente. Mais moi, toujours mon problème, qu'est-ce que ce parti propose comme stratégie pour avancer dans la lutte contre le coronavirus. À quel niveau il y a eu une cohérence? Est-ce seulement au niveau du nombre de vaccinés et du pass sanitaire ou il y a encore d'autres choses? C'est là où il faut que l'ANC aille en profondeur. Pour nous éclairer davantage. Quelle est la position de Nouvelle Vision face à coronavirus, à la gestion, j'allais dire, de Covid-19, et comment vous trouvez, Jules Baféna, la sortie de l'ANC? Merci. Je ne saurais commencer à répondre sans dire merci au président Dr Kojo Biobinton qui, nous avons dépassé les stades même de la proposition. Nous sommes en action. Et l'action consiste à faire. Madame Isabelle Amigambi qui parle de la responsabilité du gouvernement. Le Covid est la responsabilité de tous. C'est une question de santé. C'est de la responsabilité de tous. Alors, nous, déjà, nos ambassadeurs sont sur le terrain présentement, plus de 1000 ambassadeurs de la Nouvelle Vision, qui sont dans les villages avec des woofers. Ils passent dans les maisons avec le message du président, que le message que nous avons transcrit même en différentes 3 langues, je crois, Thème, Kabie et Evé, où nous expliquons qu'il faut continuer les mesures barrières. C'est un petit woofer que nos ambassadeurs ont, qui passe dans les quartiers, dans les villages, puisqu'on ne peut plus se regrouper. Nous avons trouvé cette stratégie où ce sont nos ambassadeurs qui se déplacent vers les petits... vous savez, dans une bonne villages, stratégie. il y a toujours le samedi ou le dimanche, le petit cabaret de Tchouk ou de trucs, où nos ambassadeurs, vraiment, je les salue une fois encore sur votre chaîne, ils sont là sur le terrain, avec le petit woofer, avec le petit message qu'ils passent. Et quel est le message? Le message, il est simple. Continuons par adopter les mesures barrières. Allons au dépistage. Vaccinons-nous. Continuons par adopter les mesures barrières. Allons au dépistage. Vaccinons-nous. Pourquoi? Aujourd'hui, nous n'avons pas les éléments scientifiques nécessaires qui puissent nous permettre d'aller à l'encontre ou de poser un véritable diagnostic qui puisse dire que ce que le gouvernement propose, ce n'est pas la meilleure stratégie. Nous n'avons ni les moyens de le faire. Et il s'agit d'un combat au-delà des frontières du Togo. Donc ce n'est pas une question purement togolaise. Alors pour cela, il faut que chacun de nous participe. Participons à la sensibilisation. Disons véritablement à nos militants et au peuple que la maladie, elle existe. Protégeons-nous. À défaut, allons vers un dépistage. Si nous sommes dépistés, il y a des produits pour nous traiter. Voilà le traitement adéquat. Nous avons des médecins à la Nouvelle Vision qui nous ont présenté autant soit peu pour que nous soyons outillés là-dessus. Et nous avons reversé un petit message en quelques 2-3 minutes par petit audio vers les populations. Donc je les salue encore. Alors revenons à la présentation de Madame le Premier ministre. Moi je crois qu'il y a une chose. Pourquoi n'avoir pas associé le comité scientifique? On a nommé, je crois, le colonel Djibril présidentiel qui gère la Covid. Et il y a un comité scientifique. Avec le professeur Ekouroui. Voilà. Pourquoi, au moment où à l'Assemblée nationale, on n'aurait pas pu inviter les spécialistes qui ont les mots, comme ça, les mots précis. Ils auront les questions et apporter des solutions. Répondre aux questions scientifiques que posaient certains députés. C'est-à-dire la durée. Peut-être que ça va venir. Pourquoi n'avons pas? Donc ça pose toujours ce problème où le politique pense tout connaître ou maîtriser. Et voilà, quand on arrive là, face à certaines questions qui sont des questions spécifiques et techniques, qui incombent aux technocrates du domaine, on fait une bourde et on n'arrive pas aujourd'hui. Et quelle était la bourde? Je ne vais pas revenir là-dessus, nous on n'a pas ce temps. Vous avez parlé de bourde. Non, je ne vais pas revenir là-dessus puisqu'on n'a pas ce temps. Allez-y, alors, on n'a pas ce temps. L'ANC vient de faire une sortie tardive sur la question. Pour moi, c'est une sortie tardive. Pour dire qu'il y a M. Jean-Pierre Fall emploie un terme de traquenard ou je ne sais pas quoi par rapport au CNAP. Il a dit c'est attrape-nigo. C'est un attrape-nigo. C'est trop tard parce que nous avions attendu des explications de l'ANC. Nous avions entendu des éléments probants qui auraient pu justifier
leur sortie de ce cadre à la veille, à 24 heures avant la clôture. La signature. Mais revenir aujourd'hui, vous nous dire que maintenant c'est... Après, je ne sais pas combien de mois que c'est Trappe Nigo, je pense que c'est une sortie trop tard. Elle est Et qui fait la Trappe Nigo. Elle est très malsaine. Ouais, oui, Kondo, on a 3 minutes. Et les 3 minutes sont à vous. D'accord. Merci beaucoup. Oui, vous avez déjà parlé. Oui. Ça veut dire oui, ça veut dire la le poule. coq ne pleure pas. Ah oui, c'est le coq. Nous Ouais. devons tenir courage. La situation telle que nous la vivons aujourd'hui est triste et alarmante. Au point que les Togolais peuvent se sentir comme s'ils n'ont pas de gouvernement qui peut réfléchir et assurer davantage leur protection. Il semble que la crise sanitaire est en train de basculer, malheureusement, dans une dictature sanitaire. Bon, expliquez-nous, surtout en français facile, parce qu'on ne comprend pas. Et Même très en rapidement. vernaculaire. Ah ouais. Comme il a commencé. Vous savez, dans ce pays, si nous voulons agir pour aller au-delà de la crise sanitaire, nous devons penser à des générations. Les acteurs, les travailleurs ne sont pas que des fonctionnaires à qui il faut accorder des avantages. Il y a plus de travailleurs que des fonctionnaires. Les acteurs, les artisans, les acteurs de l'économie informelle, les jeunes, même nos enfants. Même nos enfants. Ce que ça coûte pour les ménages aujourd'hui, même la couche pour sceller un enfant coûte 100 francs. Coûte 100 francs. Alors que l'allocation familiale est toujours à 2000 francs. Il semble qu'il n'y a pas de vrais, des potentiels personnes qui peuvent réfléchir pour proposer des stratégies qui permettent de juguler la pandémie et la survie. Très difficile. Alors que il y a la CNAP a duré 6 mois. Il n'y a pas eu cela. Pendant les 6 mois, c'est les Togolais qui ont produit le fruit qui a permis de financer ces travaux. Les gens n'ont pas pu croire et comprendre qu'il faut discuter les stratégies pour juguler la pandémie. Il revient nous dire que c'est de la trappe nigo, c'est de la fourberie. Il ne faut pas qu'on se moque des Togolais. Disons-nous les vrais mots pour que les gens comprennent qu'ils se moquent des Togolais, les acteurs politiques. Et moi, je me pose cette question. Il a quitté la concertation à la veille de la conclusion. Oui. Il était dans la trappe nigo tout ce temps. Oui. Il voulait voir jusqu'à la fin ce que ça allait. Et donc, je crois que c'est vrai. Il y a des stratégies politiques qui ne répondent plus aux aspirations de nos populations aujourd'hui. Parce que, vous savez, quand on dit que l'école, elle est gratuite aujourd'hui et tout ça, c'est pour nous permettre de comprendre aussi les situations. Parce que quelqu'un qui est éduqué voit mieux que quelqu'un qui est analphabète. Le peuple a été analphabète pendant un certain temps et on a profité pour lui dire n'importe quoi, pour faire n'importe quoi de lui. Mais aujourd'hui, tout le monde comprend ce qui se passe. Donc, il est temps, comme il a dit, que ces acteurs politiques-là sachent que les populations réfléchissent mieux, les populations... Vous savez, on a toujours été à des élections. En 20 secondes. On votait pour des gens. On ne votait jamais des programmes. Il arrivera ce moment où nous allons voter aussi. Merci beaucoup à vous, Eric Johnson, journaliste, directeur de publication de l'Union. Merci également à Kofi Nayote Kondo, juriste et analyste politique. Nous disons également merci au premier vice-président de Nouvelle Vision, Jules Bafénan. Merci également à vous. On se retrouve donc la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Excellente.